J'aime vous conter des destins de peintres brisés par la guerre, une fois n'est pas coutume, en voici un que la guerre a construit, de manière détournée toutefois. L'histoire est peu connue, mais en 1940, une poignée de musées européens confièrent au musée canadien des toiles promises à la confiscation ou à la destruction par les nazis. C'est ainsi que le jeune Jean-Paul Riopel, né en 1923, découvrit l'art moderne, celui de Matisse ou Picasso, et qu'il décida d'y consacrer sa vie, laissant tomber l'école polytechnique de Montréal pour l'école du meuble, qui deviendra l'Institut des arts appliqués. C'est là qu'il fut l'élève de Paul-Émile Borduas, qui y animait un atelier de dessin libre, préconisant une création spontanée, guidée par les seules pulsions de l'inconscient. Et c'est sous l'influence déterminante de Borduas que Riopel, avec d'autres artistes, créa le groupe des automatistes, inspiré par les pratiques d'écriture automatique des surréalistes et déterminé à damer le pion à l'école de Paris. Ainsi, en 1948, la bande signa le manifeste collectif du refus global, articulé autour d'un texte rédigé par Borduas. Celui-ci y définissait trois sortes d'automatisme: le mécanique, produit par des moyens strictement physiques, grattage, fumage ou rotation; le psychique, d'où doit être absente toute forme de critique, et enfin le surrationnel, qui exclut toute idée préconçue. C'est le moment que choisit Jean-Paul Riopel pour s'installer à Paris, où il rencontre Camille Brienne, Georges Mathieu, Vols et André Breton, qui préfacent le catalogue de sa première exposition et qu'il surnomme affectueusement le trappeur supérieur tabernacle. Pourtant, chez les surréalistes, ne l'intéresse vraiment que l'impulsion non contrôlée et surtout non théorisée. Son abstraction est en effet purement expressionniste, voire lyrique, et il suffit pour s'en convaincre de le voir rayer la toile à grands coups de brosse puis de spatule quand il ne fait pas jaillir directement la peinture du tube, comme Jackson Pollock, qu'un article du magazine Life vient de rendre mondialement célèbre. Jamais pourtant Riopel ne cherche à imiter, toujours à explorer. Chez lui, les biches ont fui des sous-bois piétinés par l'homme et des algues microscopiques cuirassées de jaune et de rouge ont envahi le ciel. Son sens inné de la couleur lui permet de faire étinceler l'ensemble de quelques jaillissements de tons plus froids, de bleu et surtout de blanc, avec lesquels il compose de sublimes séries, dont une baptisée Autriche, qui rappelle pourtant davantage les paysages enneigés de son pays natal. Peu à peu d'ailleurs, tout en restant abstrait, le paysage monte en lui comme une réminiscence des 10 ans passés dans son enfance auprès du peintre et sculpteur Henri Bisson, à dessiner ensemble nature morte ou scènes de genre, quand il ne sortait pas dans la campagne environnante pour y copier la nature avec le plus de fidélité possible. Si, contrairement à son vieux maître Riopel ose tout, il lui reste manifestement quelque chose de cette expérience, ne serait-ce que la volonté de ne jamais se laisser enfermer dans la pratique unique d'un objet. Artiste pluridisciplinaire comme le fut Bisson, Jean-Paul Riopel, avec une frénésie jubilatoire, passe d'un médium à l'autre, d'un outil à l'autre, franchissant allègrement les frontières de l'art, mu par cette énergie indomptable qui s'appelle liberté. En 1955, Jean-Paul Riopel avait fait la rencontre de John Mitchell, avec laquelle il vécut 25 ans d'un amour tumultueux. En 1992, il apprit la mort de celle-ci à Paris. Bouleversé, Riopel, qui ne peignait plus depuis quelque temps, reprit les pinceaux et composa ce qui est sans doute son œuvre la plus célèbre, une fresque monumentale qu'il baptisa l'hommage à Rosa Luxembourg et pour laquelle il combina toutes les techniques qu'il avait expérimenté sa vie durant. Mais en réalité, plus qu'à la théoricienne marxiste, ce Rosa faisait référence au peintre animalier Rosa Bonheur et au petit nom qu'il donnait à John Mitchell dans l'intimité, Ma Rosa Malheur.